الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the viewers who are watching us on this TV program. I am Ahmed J. Baruti, a presenter of this show Islam on the Carpet. And on Islam on the Carpet today, I have next to me a Muslim sister who came straight from France to visit South Africa. I'm going to look at her and start the show. I'm gonna thank you all the viewers who are watching this, and je veux vous remercier vous tous qui suivez cette tranche d'aujourd'hui, et je vous demanderai de rester branchés parce que vous ne serez pas déçus. Assalamu alaikum, sister. Alaikum salam. Ok. Il y a des gens qui vous regardent, je sais qu'ils sont nombreux en train de nous regarder, puisqu'il y a bien des gens qui attendent à ce qu'ils voient un peu au fait comment est-ce que l'islam on the Carpet se passe. Et il y a tellement de questions que les gens se posent sur l'islam. Alors à travers ces programmes, ils ont le temps, en fait, l'opportunité de comprendre ce que c'est l'islam. Ok, pouvez-vous d'abord vous présenter devant les téléspectateurs qui nous suivent? Oui, merci à vous, Ahmed, de me recevoir. Merci. Bonjour à tous les auditeurs de Islam on the Carpet, excusez-moi pour l'accent français. Donc, moi, je m'appelle Mariam Dembélé, j'ai 33 ans, je suis présidente de l'association humanitaire Donia. C'est une association qui parraine une école en Afrique, l'école primaire Amadouli, depuis 2015. Ok, donc vous êtes Dembélé, c'est votre... C'est bien ça. Ok, d'accord. Alors, dites-nous un peu, comment vous aviez trouvé, au fait, vous avez voyagé, au fait, de la France, au fait, pouvez-vous dire aux téléspectateurs quelle est la ville, dans quelle ville vous habitez en France? Alors moi, j'habite à Paris. Et donc c'est la deuxième fois que je visite l'Afrique du Sud. J'ai découvert l'Afrique pour la première fois en 2015. Alors vous savez, moi j'étais dans ma vie française, parisienne, je me baladais plus dans l'Europe ou aux États-Unis. Et un jour, c'était en novembre 2015, j'ai ressenti comme un appel du cœur, une voix, un truc qui m'a dit mais va en Afrique. Et je ne savais pas pourquoi en fait. Va découvrir ton pays, mais inexplicable. Hein. Donc là, dans la même journée, je pose 10 jours de vacances, je vais faire mon vaccin obligatoire, j'achète mon billet, je prends un visa. Et là, je pars au Mali, et là, c'était la découverte totale pour moi de l'Afrique. Donc arrivé sur place, choc des cultures, hein, vous savez, quand vous arrivez pour la première fois dans un pays en voie de développement, ça vous fait un choc, hein, parce que ce n'est pas du tout les mêmes infrastructures qu'en France. Et donc j'étais très étonnée de voir ça en fait. Et il y a une chose que je faisais souvent là-bas, dans la maison de mon grand-père, c'est que j'accompagnais souvent mes neveux à l'école primaire. Donc à l'école primaire Amadouli. Et donc à force d'aller là-bas, je me suis rendu compte des différences liées à l'éducation qu'il pouvait y avoir entre les enfants en Afrique et les enfants en France. Donc là-bas, je m'étais liée d'amitié avec une fille du quartier qui s'appelle Mariam Danyeko, qui est aujourd'hui ambassadrice de l'association Donia, et aussi de sa mère qui à l'époque était institutrice. Donc arrivant en France, je me suis dit bon, je ne peux pas faire comme si de rien n'était en fait. Donc je me suis dit non, il faut que j'essaie de faire quelque chose pour cette école en fait. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, et vous savez, on a tous, les enfants de la diaspora, ce rêve d'aider l'Afrique sans vraiment savoir comment faire. Et là je me suis dit bon, j'aimerais les aider, donc j'ai été acheter des fournitures scolaires. J'ai été chez ma sœur et je lui ai dit écoute, j'aimerais bien, je raconte mon séjour, parce que c'était un séjour exceptionnel. Je raconte mon séjour et je lui dis bah voilà, j'aimerais bien envoyer des fournitures scolaires au Mali. Elle me dit bah ça tombe bien, maman elle a un stock de fournitures scolaires à la maison, prends-les avec toi. Donc je les prends, excusez-moi l'histoire elle est un peu longue, hein. Je les prends, ensuite je vais chez ma tante, la sœur de ma mère, et donc je lui explique tout ça, et je lui dis voilà comment s'est passé mon séjour, voilà ce que j'aimerais faire. Mais je lui dis en revanche, je ne sais pas comment on envoie des colis en Afrique. Que j'ai jamais vu ma mère faire ça. Et donc elle me dit attends, mon fiancé va arriver. Son fiancé arrive, pour lui poser la question, il lui dit ah, bah, j'ai un ami transporteur, appelle-le de ma part. Donc quelques jours après, je prends rendez-vous avec son ami transporteur,
Donc je mets mes effets que je venais d'acheter, les fournitures de ma mère, tout dans une valise. J'ai été à la rencontre du transporteur qui lui a envoyé la valise au Mali. J'ai dit à Mariam Daneko, voilà, est-ce que tu peux les recevoir? J'ai demandé avant quand même, hein, est-ce que tu peux les recevoir et les donner à l'école avec ta maman? Elle a dit oui. Et je lui ai dit, par contre, prends des photos de la distribution, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient aider l'Afrique. Comme ça, je leur dirais, bah, si vous voulez aider l'Afrique, c'est possible, vous pouvez le faire comme j'ai fait. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'association Donia. C'est qu'au départ, c'était juste, bah, je voulais juste aider une fois. Mais quand vous avez les photos et que vous voyez la joie des enfants face à des fournitures scolaires, vous vous dites, mais pourquoi pas poursuivre? Voilà, donc ce qu'on fait maintenant, ce qu'on a fait par la suite, je lui dis, bah, prends des photos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aider l'Afrique, qui ne savent pas forcément comment faire. Donc quand elle a pris des photos, elle me les a envoyées, j'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai dit, bah, écoutez, voilà ce qu'on a fait, si vous souhaitez le faire également, c'est possible, quoi. Donc il y a plusieurs filles qui ont dit, on aimerait le faire avec toi, et c'est comme ça que l'association Donia a démarré. Donc j'ai dit aux filles, donc vous allez vous appeler les ambassadrices de l'association Donia, chacune va être ambassadrice du 92, 93, des régions d'Île-de-France. On va créer une page Facebook et un compte Instagram, et on va dire aux gens, si vous avez des fournitures scolaires à nous donner, contactez-nous, l'ambassadrice la plus proche ira au plus près de votre domicile, à une gare ou à un arrêt de bus le plus proche, récupérer les fournitures scolaires. C'est comme ça qu'on a commencé. Et ensuite, on a décidé d'offrir aux enfants des kits scolaires, en fait. Donc dans chaque kit scolaire, des fournitures scolaires récoltées en France, plus les livres du programme scolaire que nous achetons auprès du libraire du quartier, là pour faire tourner l'économie locale. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2015, et l'année prochaine, Inch'Allah, on va commencer à rénover l'école Amadouli, et ensuite, au fort de notre expérience, on va dire, passer à d'autres écoles. Mais là, le projet pour l'année prochaine, ça va être de rénover l'école Amadouli. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rénover, mais avec des couleurs, parce que vous savez que les couleurs ont une répercussion sur soi. On y arrivera, on y arrivera. En fait, là, vous avez beaucoup plus parlé du Mali, en fait, de votre voyage de l'Europe jusqu'au Mali. Oui. Mais là, ici, nous sommes en Afrique du Sud. Oui. Ok, parlons d'abord de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous est venu en tête, en fait, des pensées que non, voilà, je dois quitter? Parce que vous avez dit que c'est la deuxième fois. Ok. Oui. Parlez-nous de la première fois que vous avez quitté la France pour venir en Afrique du Sud. Et c'était quoi l'objectif de votre voyage? La première fois que j'ai mis les pieds en Afrique du Sud, c'était pour le Maoulid. C'est pour le Maoulid, donc je devais rejoindre les personnes de la communauté musulmane à Pretoria. Donc je me suis arrêtée à Cape Town parce que j'ai des amis qui vivent à Cape Town. Et donc à Cape Town, j'ai vu les townships, et c'est comme le Mali en fait. C'est pour ça que j'ai commencé par le Mali. Parce que je pense que tout est écrit d'avance, et que ce que je veux dire, c'est que ce qui m'est arrivé au Mali, le fait de voir les réalités et de me dire, bon, il faut que j'agisse, ça m'est arrivé, la même chose m'est arrivée en Afrique du Sud. J'ai vu les townships et je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer en France, et encore une fois, j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Même si l'Afrique du Sud n'est pas mon pays, je me suis dit, mais quand vous avez vu, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose. Après, je ne dis pas que je peux changer le monde, mais je me dis qu'il y a des petites actions qui peuvent faire qu'on va changer le quotidien de peut-être quelques personnes. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas aider une école ou des enfants dans les townships, les soutenir, je ne savais pas comment en fait. Donc j'ai demandé autour de moi, je ne suis restée que 10 jours en Afrique du Sud. Donc je demandais autour de moi, je disais oui, est-ce que tu connais des organisations, comment faire et tout. Je suis rentrée en France un peu bredouille parce que finalement je n'avais pas réussi à nouer de contact. Mais bon, moi j'aime bien persévérer, donc je me suis dit non, même si je rentre en France, je vais essayer de trouver des contacts depuis la France. Et je réaliserai ce rêve d'aider aussi l'Afrique du Sud à ma manière. Donc quand je suis rentrée, j'avais été contactée par une fille qui travaillait avec la Fondation Florence, qui est ici en Afrique du Sud, qui m'avait contactée pour savoir comment s'organiser l'association Donia, qui voulait en savoir plus sur nous, quoi. Donc on s'était vu à Paris, elle s'appelle Emeline. Donc on est resté en contact, et après mon séjour en Afrique du Sud, j'ai contacté, je lui ai dit bah, écoute, toi tu allais travailler avec ta fondation, est-ce que tu travailles toujours avec eux? Parce que moi j'aimerais aider l'Afrique du Sud, mais je ne suis pas sur place, donc il me faudrait quelqu'un qui puisse trouver une école que nous pourrions de France parrainer en fait, comme on le fait pour l'école d'Afrique. Et elle a trouvé, elle m'a dit bah, je vais te mettre en contact avec Brian de la Fondation Florence. Et c'est comme ça que
c'est ce qui m'emmène là aujourd'hui. Ok, c'est ce qui vous Une amène... des choses qui m'emmène là aujourd'hui. Ouais, c'est une des choses qui vous amène ici en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc nous sommes dans la ville de Durban, chers amis téléspectateurs, et à tous les musulmans qui nous suivent, donc je dis encore assalamu alaikum, donc pour vous qui venez à peine de vous asseoir devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Vous avez souligné quelque chose ici, aider une école. Pourquoi pensez-vous seulement aux écoles? Qu'est-ce qui vous a tiqué? Qu'est-ce que vous avez vu dans les écoles peut-être africaines, ou bien peut-être dans une image, je ne sais pas comment, qui vous a dit que non, voilà, non, je dois au fait, me concentrer ou bien me dévouer seulement pour les écoles. Pourquoi seulement les écoles? Alors, vous savez, ce qui est arrivé avec l'école Ahmadouli, c'est que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Et ensuite, quand on a commencé les actions, on a poursuivi les actions, et après, vous dites, ben, c'est une chose que je ne dirais pas qu'on fait très bien, on essaie de le faire au mieux possible, et pourquoi pas ne pas utiliser nos compétences que nous avons acquises avec l'école Ahmadouli ailleurs. Parce que, après, si vous me demandez de... il y a plein de projets qu'on pourrait faire, mais moi je reste dans mon domaine de compétences. Voilà, à chaque fois je dis, voilà, faisons peu, essayons de faire bien. Et vous savez, là on est dans le pays de Nelson Mandela quand même, hein, qui dit, il a une citation assez célèbre qui fait le tour du monde à chaque fois. C'est l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Parce que tout part de là en fait. Une fois que vous avez l'éducation, l'instruction, vous pensez par vous-même. Et on a beaucoup plus de mal à vous manipuler, si je peux dire. Ok, voilà un peu. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que vous êtes vraiment dans le bain de notre émission. Alors, je vais encore vous poser une autre question. Retournons maintenant dans l'islam. On va retourner encore, on va faire un petit voyage encore, comme on dit ici en anglais, back to Association Donia. Mais rentrons maintenant dans l'islam. Vous êtes musulman, ça fait depuis quand vous êtes né musulman, vous êtes devenu musulman, et comment est-ce que vous Je suis née musulmane. Vous êtes né Mes musulman. parents musulmans. Ok, en fait, avez-vous une différence que vous faites de votre religion à d'autres religions? Ou bien, donc, disons seulement, quand vous pensez que non, vous êtes né musulman, alors comment est-ce que vous faites une comparaison entre l'islam et d'autres religions, par exemple, qui sont plus proches de vous? Alors, bah, dans mes contacts, j'ai des amis juifs et chrétiens, et vous savez, à chaque fois je dis c'est la même base, on va dire, le même discours, aider son prochain, aimer ses parents, ne pas tuer, je veux dire, on se rapproche sur tellement de choses. Et après, bien sûr, il y a quelques grandes différences que vous connaissez certainement mieux que moi, mais on vit très bien tous ensemble. Ne pas tuer. Vous aviez souligné, vous avez tapé un marteau sur quelque chose là. Ne pas tuer. Alors que le monde qui nous regarde, aujourd'hui quand on parle du terrorisme, on voit l'islam. Quand on voit, disons, des attentats, les gens voient l'islam. Comment est-ce que vous pouvez défendre l'islam quand on parle de la tuer? Ben, je dirais que ce qui fait les gros titres, c'est souvent le sensationnel. Voilà, donc après je ne peux pas vous faire un discours sur Boko Haram et tous ces grands organismes, mais ils se réclament de l'islam, je veux dire, je ne vais pas parler à leur place, hein. Moi je parle juste de moi, ce que je connais. Et donc on a tous le même livre, et vous savez aussi bien que moi que tuer est un péché. Tuer est un péché, tuer est un péché. Alors, comment est-ce que... quel est le parallélisme que vous pouvez faire entre, si on présentait le terrorisme et on voit l'islam de l'autre côté? Y a-t-il un trait entre l'islam et le terrorisme ou les attentats, ou bien c'est purement hors de l'islam? Je ne vais pas vous dire. Pour moi, je vois pas comment je peux vous répondre, sachant que on ne peut pas être musulman et terroriste. Je veux dire, c'est antinomique. Mais comme je disais, je ne peux pas dire ils ne sont pas musulmans parce que, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est comme quand en France on pose la question du voile à des hommes, ils vous répondront, posez la question aux femmes. Parce que c'est les principales intéressées. Je ne vous dis pas de trouver un terroriste et lui poser la question. Si vous pouvez, tant mieux. Mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre sur cette question précise-là. L'islam l'islam en tant que religion permet-elle de tuer? Non. Ok. Donc, l'islam ne nous permet pas de tuer. Chers amis téléspectateurs, je pense que vous avez eu la réponse. Peut-être vous allez vous dire, elle n'était pas trop claire dans sa réponse. C'est comme si elle cache quelque chose et tout qu'on sort. Mais au fait, bref,
l'islam ne permet pas la tuerie parce que comme d'autres religions, donc vous ne verrez jamais une religion là où on vous enseigne, on vous dit que non, voilà, allez-y tuer votre prochain, allez-y faire du mal à quelqu'un, il n'y a pas une religion qui dit comme ça. Et l'islam, c'est une religion aussi qui ne présente pas, qui ne pousse pas les gens à tuer ni à faire du terrorisme. Donc voilà un peu. Donc nous vous dirons seulement que non, voilà, c'est anti-islamique, le terrorisme et la tuerie. Voilà. Ok, nous revenons encore. Alors, dites-nous un peu, vous êtes dans un pays purement moderne. Votre accoutrement, ça vous dérange-t-il pas? Ça ne vous met pas des barrières en France, là où vous habitez, là où il y a des blancs qui ne sont pas trop musulmans ou islamiques? Alors en France, il y a beaucoup de personnes qui se voilent, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se voilent pas. Donc on ne peut pas vraiment savoir qui est musulman. Après, si vous posez la question du hijab, je dois avouer que certaines filles vont avoir des difficultés concernant le fait que quand vous arrivez au travail, il faut l'enlever. C'est vrai, quand je le dis ça en Afrique du Sud, c'est toujours waouh, mais oui, mais nous on s'adapte aux restrictions, on va dire, du pays. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui aujourd'hui voilées, qui créent leur propre entreprise pour justement ne pas être confrontées à une forme de blocage qui pourrait y avoir pour elles par rapport au voile. Ok, voilà, par rapport au voile, mais en fait, on entend dire aussi que non, voilà, vous êtes originaire du Mali. Vous êtes purement française, mais vous êtes originaire du Mali. Alors, on entendait dire que non, voilà, il y a des organisations françaises, il y a des Français, disons comme la France, comme pays aussi, qui soutenaient certaines organisations du Mali et puis des pays de l'Ouest qui étaient contre, par exemple, il y a certaines cultures, certaines traditions de l'Afrique de l'Ouest qui sont liées un peu, bon en fait les gens disent comme ça que non c'est lié à l'islam, alors il y avait des organisations françaises qui étaient ces organisations-là. Est-ce que quand vous vivez en France, est-ce que vous vous affrontez à ces choses-là ou bien là-bas c'est en fait tout le monde est libre et tout ça là, vous vivez votre vie et tout? Alors, par rapport à quoi? Parce que là, vous m'avez parlé de l'Afrique. Parce qu'ils soutiennent quelle organisation au Mali? Il y a certaines organisations, en fait, quand les femmes se défendent, en fait, les femmes défendent leur féminité, si on peut dire, parce qu'on dit que non, voilà, au Mali, dans des pays de l'Ouest, là-bas, les hommes c'est comme s'ils marchent sur les femmes, et ces hommes, on dit que ce sont des musulmans, puisque ces pays-là, la plupart de ces pays sont des pays musulmans. Alors, voilà un peu. Alors, vous qui êtes en France, la France qui soutient ces organisations, vivez-vous aussi cela en France, disons là où il y a un peu la France qui essaye d'aider par exemple des musulmanes, si on peut parler comme ça, des musulmanes à ne pas suivre l'islam comme il se doit, ou bien là vous êtes purement libre, vous vivez votre vie si vous êtes musulman et de consort? Alors, je vais parler pour moi. Okay. Donc, je ne sais pas quelle organisation la France soutient spécifiquement au Mali, parce que c'est un pays que j'ai découvert en 2015, donc les spécificités du Mali, je ne les connais pas. Alors, concernant en France, c'est moi la façon dont je vis l'islam, je la vis très librement. On ne m'arrache pas le foulard dans la rue, je veux dire, je vais à la mosquée, je pratique ma religion, comme tout le monde, on fait nos prières. C'est juste que quand vous êtes dans certaines entreprises, on ne vous laisse pas le temps d'aller prier, ce qui est le cas ici, parce que je pense que dans certaines, c'est comme ici, il y a des endroits, on m'a expliqué, où dans pas mal d'endroits, il y a des salles de prière. Alors qu'en France, c'est un peu moins le cas. Quand c'est l'heure de prier, c'est pas comme ici, vous n'avez pas une mosquée tous les 10 mètres. Quand c'est l'heure de prier, entre aller à la mosquée et à la maison, c'est à peu près le même temps. Donc on va plus prier à la maison. Donc non, après je parle pour moi, mais après je ne peux pas renier le fait qu'il y a certaines femmes en France qui vivent difficilement, qui ont du mal à vivre, pas du mal à vivre avec l'islam, mais qui éprouvent certaines difficultés. Vous avez dû entendre, il n'y a pas si longtemps, une polémique qu'il y a eu avec des femmes voilées avec le voile intégral dans un restaurant. Donc le restaurateur a refusé de les servir parce que justement elles portaient le voile intégral. Il y a également une femme qui a été maltraitée en bas de son immeuble. Elle était avec ses enfants et donc il y a eu l'abus de pouvoir par rapport aux forces de l'ordre qui ont été la voir, qui l'ont encerclée. Ils étaient sous alcool. Voilà, chose à souligner. Ils ont été la voir, ils lui ont demandé ses papiers. Mais attendez, est-ce que vous prenez vos papiers quand vous allez au parc avec vos enfants? Donc là, c'était vraiment dans le but de le nuire.
Donc voilà, il y a ces réalités-là en France, et voilà, il ne faut pas le cacher. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs façons de voir l'islam en France. Et effectivement, les femmes qui portent le voile intégral ont parfois plus de difficultés que celles qui vont porter juste le turban, vous savez, ou voilà, donc je veux dire, ces femmes-là, elles sont là, en France, certaines le vivent difficilement, mais vous savez, j'ai l'impression qu'en France, c'est la mode de surfer sur le bad buzz. Parce que vous savez, il y a un centre nautique dont je tairai le nom, qui a demandé à une de ses membres de quitter l'établissement parce qu'elle comptait faire le sport avec le voile. Parce qu'elle avait quelque chose sur la tête. Et c'est pas la seule entreprise, vous savez. Quand je dis que ça devient, j'ai l'impression, une stratégie marketing. C'est comme vous avez dû entendre, et vous avez dû entendre. Et je pense que beaucoup de marques surfent sur le bad buzz. C'est comme il n'y a pas longtemps, il y a eu une grosse polémique concernant une grande enseigne de prêt-à-porter internationale. Parce qu'ils avaient mis un jeune noir avec un t-shirt « Je suis le singe le plus cool de la forêt ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont protesté, mais ce qui est dommage, c'est que ça crée un clivage entre les différentes communautés, parce que vous avez la communauté noire qui va s'offusquer, et derrière, il y a d'autres personnes non noires qui vont dire « Ah mais non, vous exagérez ». Et donc, le problème quand vous surfez comme ça sur le bad buzz, c'est que vous créez la division entre les peuples, et ce qui est regrettable, parce que les gens de marketing, ils jouent là-dessus. Et quand vous regardez de plus près, cette enseigne prêt-à-porter était en déficit. Ok. Alors, dites-nous un peu, ne voyez-vous pas, ne vous sentez-vous pas mis à l'écart, au fait, quand vous vivez dans un pays moderne, et tellement modernisé aussi, tout est modernisé, mais vous mettez vos voiles et tout consort, ne vous sentez-vous pas mis à l'écart quand vous voyez par exemple les filles avec leurs petites culottes et tout consort se promener librement, ou en fait, qu'est-ce que vous direz? Ben non, dans ce cas-là, on peut leur poser la question également. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. C'est une citation que répétait souvent un de nos voisins, parce qu'il entendait pas mal de bruit à côté. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Celle qui veut porter son voile, elle le porte. Celle qui veut le mettre en jeu, on n'a pas à juger l'autre. Hein. Soyez comme vous êtes. Soyez comme vous êtes. Au fait alors, quel enseignement pouvez-vous disposer à ces internautes qui ne sont peut-être pas musulmans? Puisqu'il y a beaucoup de gens, ça je vous apprends aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre l'islam. Mais ils se posent tellement de questions sur l'islam, et beaucoup plus les femmes. Les femmes trouvent que non, voilà, il y a trop, l'islam demande trop, leur demande trop, il y a trop de lois et principes et tout consort, et voient que non, voilà, non, je ne peux pas aller là-bas, parce que si j'y allais, donc il y a ceci, je dois faire ceci, je dois faire cela, quand je vais à la toilette, je dois les nettoyer et tout consort. Au fait, quel enseignement pouvez-vous peut-être disposer à ces téléspectateurs qui nous suivent? Vous savez, c'est comme, j'y suis beaucoup avec des filles qui ont l'intention de faire des projets, mais qui ne les font pas parce qu'elles voient tout le négatif, tout ce qu'elles considèrent comme étant négatif. Voilà. Et alors que je leur dis, mais pourquoi est-ce que tu ne commences pas par voir, pourquoi est-ce que tu ne vois pas que le positif? Quand je dis que le positif, évidemment, pour nous, tout est positif dans l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de se mettre des barrières en se disant ça va être difficile, ça va être difficile, ça va être difficile. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, si tu veux que Dieu te parle, ouvre le Coran. Et ce que j'aime bien faire avec des amis, c'est que je leur dis, ouvre le Coran juste pour savoir, par curiosité. Parce que vous savez que quand vous touchez l'interprétation du Coran en français ou dans une autre langue, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos ablutions. C'est uniquement quand c'est le Coran écrit en arabe. Et donc, j'aime beaucoup parce que surtout, vous savez, ça m'amuse beaucoup quand des gens ouvrent le Coran et tombent sur la sourate Taha, le Très-Haut, et qui commence par « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Et j'aime bien la puissance de certains versets parce que ça te parle et tu te dis, et souvent ça cache tout, ça enlève toutes les barrières, quoi. Après, je dis pas qu'on va tous tomber sur ce verset ou quoi, mais je me dis que l'islam est une religion tellement formidable que je me dis c'est dommage de se mettre des barrières. Et ce que j'aime, et moi ce qui me motive beaucoup à chaque fois à apprendre de l'islam, c'est le fait d'être souvent entouré de convertis. Parce que les convertis, parce que moi je suis née dedans. Voilà. Et les personnes converties, ce qui est bien, c'est qu'ils découvrent et qu'ils voient des choses
J'ai l'impression qu'ils boivent plus que nous en fait. Oui. Parce que nous, quand on est dedans, on n'est pas blasé. Oui, mais ça c'est- devient une habitude. tout Ça devient une habitude, et Mm. on oublie de voir l'amour qu'il y a dans l'islam, la fraternité qu'il y a dans l'islam. Vous savez, moi je suis arrivée ici, c'est vrai pour le projet avec la Florence Foundation, mais j'avais pas d'amis. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi, tous les 2 jours, je vais à la mosquée. Et donc depuis, ça va faire 1 mois et demi que je suis là, et je peux vous assurer que là, j'ai même trop d'amis, quoi. Parce que ce qui est bien avec l'islam, c'est que vous allez aller à la mosquée et vous trouverez toujours des gens qui vont vous ouvrir leurs portes et vous allez voir. Et en fait, c'est une grande famille. Ce qui est beau dans l'islam, c'est de se dire c'est une grande famille. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de voyager. Parce que je me dis, mais quoi qu'il arrive, j'ai des frères et sœurs Partout partout. dans le monde. Et ce qui est beau, c'est de se dire le nombre de musulmans qui prient pour vous. Parce que souvent, quand on prie, on demande à Dieu de protéger tous les musulmans autour du monde. Voilà. Donc dites-vous que moi je prie pour toi, donc toi tu pries pour moi. Voilà. Donc imaginez, parce qu'on est une grande famille qui s'entraide, qui s'aime. Après, oui, dans les familles, il y a toujours parfois des frictions entre les uns et les autres. Mais c'est l'humain. Parfois, je dis aux gens, souvent on me dit, oui, regarde, lui c'est un musulman, il fait ceci, il fait cela. Je dis, mais c'est un être humain avant tout. Voilà. Et quand tu es musulman, moi je pense qu'un des combats les plus difficiles, c'est le combat que tu mènes avec toi-même. Voilà. Le combat que tu mènes avec ton propre ego, le combat que tu mènes avec ton rapport aux gens. Je veux dire, moi, je me bats tous les jours avec moi-même parce que je suis pas quelqu'un de facile et je suis pas quelqu'un qui a un caractère simple, quoi. Donc voilà, je demande aux gens d'aller voir ceux qui font, parce qu'il y a tellement de... Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui font des choses exceptionnelles mais qui se cachent à chaque fois parce que les gens ont peur de l'ostentation et tout. Je leur dis, mais tu te rends pas compte que tu es un exemple pour d'autres. Parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé du terrorisme. Parce que c'est ce qu'on voit en couverture. C'est ça que je dis aux gens, mais arrêtez de vous cacher. Parce que les gens pensent que vous n'existez pas. Voilà. Moi, je sais que vous êtes là, mais la petite sœur qui vit toute seule dans son village, elle a besoin de modèles. Elle a besoin de se rendre compte qu'il y a d'autres sœurs musulmanes qui montent leur entreprise, qui écrivent des livres, qui font le tour du monde, qui font des choses, qui bougent, qui font de la politique, qui font plein de choses. Donc un message à toutes les musulmanes, à toutes mes sœurs qui entreprennent, qui font plein de choses, ou qui sont des mamans exceptionnelles, ou qui font de leur quotidien, enfin à toutes mes sœurs musulmanes, arrêtez de vous cacher. Parce qu'on a besoin de vous, parce que nous, on a besoin de montrer l'exemple à la prochaine génération. Leur montrer que les choses sont possibles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les choses sont possibles à tous les musulmans qui sont dans le monde entier. Ne vous cachez pas parce que tout est possible dans l'islam. Alors, que direz-vous alors à ceux qui ne sont pas, à celles, disons, qui ne sont pas musulmans? Au fait, disons, nous parlons en général à tous ceux qui ne sont pas musulmans, mais au fait, ce que vous pouvez peut-être leur exposer pour leur dire que non, voilà, je vous ouvre la porte de l'islam pour que vous entriez. Quel peut être le message? Alors, à toi qui te pose des questions, qui ne sais pas il y a plein de filles qui sont passées par les questionnements auxquels tu es passé. Je sais que quand on est converti et qu'on veut apprendre l'islam, on ne sait jamais où aller. Surtout en France, on a toujours peur parce qu'on a plein d'informations partout sur Internet et tout. Mais je te dirais de rejoindre la grande et belle famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on t'attend, n'aie pas peur et tu sais, moi, j'ai décidé de faire de ma vie mon œuvre personnelle et je n'ai pas peur parce que je sais que à chaque fois je demande à Dieu quand il m'arrive quelque chose de me trouver une issue favorable et je garde la foi et il y a toujours un frère ou une sœur qui va te tendre la main, n'aie pas peur. Voilà. Donc il y a toujours un frère ou une sœur qui va t'étendre la main. Voilà un peu, chers amis téléspectateurs, comment est-ce que nous tendons vraiment vers la fin donc, de notre tranche d'aujourd'hui. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser avant de quitter peut-être ces téléspectateurs qui nous suivent et qui nous demanderont peut-être que non, voilà, pourquoi vous avez arrêté comme ça et tout comme ça. On aimerait entendre encore mieux. Si vous voulez entendre encore mieux, chers amis téléspectateurs et chers internautes, n'hésitez pas de nous écrire sur nos contacts marqués sur vos petits écrans, commentez sur notre tranche, aimez, partagez à vos amis et surtout, nous vous demandons de vous abonner encore davantage car en vous abonnant, c'est alors que vous écouterez encore davantage et pourquoi ne pas vous dire que non, voilà, cette porte de l'islam vous sera ouverte. Voilà, ok, une dernière question avant de vous demander votre dernier mot pour cette tranche d'aujourd'hui.
Y a-t-il une certaine activité que vous entrepreniez ici à Durban avant de quitter Durban? Parce que déjà, je sais que, Inch'Allah, vous quittez Durban le mardi. Alors, y a-t-il une certaine activité que vous entreprenez? Oui, donc l'association Donia essaye d'aider la Florence Foundation dans le projet de reconstruction de l'école, d'une école primaire dans le village de Kwabanoyi en Afrique du Sud. Donc demain, donc le 22 juillet, on organise une course de Suncoast to Ushaka Beach, donc 50 francs le droit d'entrée, on va dire. Donc venez nous soutenir. Droit de participation. Voilà, droit de participation, pardon. Donc venez nous soutenir et suivez-les sur leur compte Instagram Florence Foundation. Ils sont également sur Facebook. Florence également, Florence Foundation, et le président s'appelle Brian Hamza. Il est très actif ici en Afrique du Sud, également au Congo, donc on le soutient dans ce qu'il fait et voilà, force à toi et force à toute l'équipe du Rebirth Project. Voilà, chers amis téléspectateurs, ça c'était un mot, au fait, la réponse à sa dernière question pour savoir quelles étaient les activités ou bien une certaine activité qu'elle entreprenait avant de partir, avant de nous quitter ici dans la ville de Durban. Mais en fait, ce que je veux vous demander, c'est de vous inscrire encore davantage parce que ces 50 rand, vous ne le perdez pas. En fait, ces 50 rand que vous allez contribuer, vous allez payer comme le droit de participation à cette course qui va aller des 5 courses jusqu'à Oshaka Marina. C'est votre participation, c'est votre aide, c'est votre contribution pour la reconstruction de cette école dont elle a parlé. Voilà un peu comment nous mettons un terme à cette tranche d'aujourd'hui. Votre dernier mot, ma sœur. Alors, j'ai passé une aventure vraiment exceptionnelle ici en Afrique du Sud et vraiment, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées là, la famille qui me reçoit, c'est une famille chrétienne et je suis contente parce que voilà, parfois j'ai été à l'église, je suis tout le temps à la mosquée et voilà, je remercie tout le monde. L'association Donia, c'est aussi une équipe d'ambassadeurs qui m'aide à faire connaître l'association et cette équipe est également présente lorsqu'on fait des actions sur le terrain en France. Donc je les remercie pour leur aide. Surtout, je voudrais lancer un message d'encouragement à toutes les femmes qui ont des actions, qui font des choses et qui ne lâchent pas. Bien évidemment, pensée particulière à Domingas, voilà, l'association Cris des Mères, Sandrine de Bobotoland, Léa Vert, il y a tellement de gens qui bougent et qui méritent d'être connus. Donc nous, c'est l'association Donia sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Donc merci à tous les musulmans, merci à tout le monde, merci à Ahmed. Voilà, mon mot de la fin, ça serait faites de votre vie une œuvre, voilà. N'ayez pas peur. Et comme je le dis toujours, les bonnes idées sont celles que l'on réalise. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, chers amis téléspectateurs, voilà, ça c'était son dernier mot. Ce que j'ai retenu dans son dernier mot, c'est que faites de votre vie une œuvre. Ça me va vraiment droit au cœur. Donc, à partir de ces moments où vous me suivez, je fais de ma vie une œuvre. Voilà un peu, chers amis téléspectateurs, comment nous mettons un terme à cette tranche aujourd'hui qui était Islam on the carpet. Écrivez-nous, nous avons besoin de vos questions parce que nous voulons recevoir pour vous des gens qui seront capables de répondre à vos questions et puis à vos préoccupations. J'ai dit grand merci à J.T. Moussala ici à Glenwood, notre Moussala, donc le lieu de la prière, là où nous allons prier ici avec le Mufti Ibrahim. Et je remercie aussi le frère Afzal et je remercie tout le monde qui m'a toujours tendu la main d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas mentionner le nom de mon frère qui s'appelle Idriss de The Hand Company. Donc il y a une société qui s'appelle The Hand. Donc voilà un peu, ils m'ont tendu leurs mains et j'ai dit grand merci à tout le monde. Et à vous, chers musulmans à travers le monde, j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons nous revoir dans notre prochaine tranche, Inch'Allah. Bye bye.
I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt, whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord, Alhamdulillah, praise my Lord, Alhamdulillah, praise my Lord, Allah the creator of us all. Allahu Akbar, our creator, there's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes, signs from our Lord?